On se retrouve pour un nouveau CQFR où on est en direct de Paris parce qu'évidemment c'est une semaine un peu spéciale pour la NBA en France. La NBA est de passage dans la capitale. Il y aura deux matchs entre les San Antonio Spurs et les Indiana Pacers. On va vous débriefer ça tout au long de la semaine, au fur et à mesure des différents événements. On était hier, on va pas commencer tout de suite par ça. On va d'abord quand même se concentrer sur les quelques matchs qui se sont joués la nuit dernière. Chat avec une rouste mémorable, celle des Boston Celtics qui pourtant sont pas forcément en grande forme en ce moment, mais qui ont corrigé les Golden State Warriors. Victoire 125-85, c'était à San Francisco. C'est la plus lourde défaite des Warriors à domicile sous Steve Kerr et c'est la plus lourde défaite à domicile des Warriors depuis 40 ans. Il n'y a rien qui allait pour Golden State sur ce match. C'était la catastrophe, ils ont shooté à 34%. Il y a une période entre le premier et le deuxième. Entre le premier et le deuxième quart-temps, tu as une période de 7 minutes où ils mettent pas un panier. Ok, il manque Draymond Green, il manque Jonathan Kuminga, mais il n'y a pas que ça. Et Steph Curry l'a bien dit après, il a expliqué que c'était un peu l'histoire de la saison, c'est qu'à chaque fois qu'ils avaient l'impression que ça allait mieux, il y avait une espèce d'abattement général et qu'ils retombaient dans leur travers. Et avec ces dernières déclarations, moi je m'étais un peu pris à me dire qu'ils avaient finalement raison de ne pas vouloir faire de panic move, de croire en leur force, peut-être qu'avec leur tour des blessés, etc. Mais une équipe qui aspire à faire un beau parcours en playoff, même si c'est en face, c'est les Celtics, 40 points à domicile en jouant, en montrant aussi peu de choses, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est humiliant. C'est une humiliation. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est déjà un public qui n'est pas totalement retourné contre eux, mais les Warriors ont eu beaucoup de difficultés à la maison cette saison. Bon, paradoxalement, c'est le cas des Celtics aussi, mais dans une moindre mesure. Et c'est un public qui est devenu exigeant, qui a été très gâté sur les premières années au Chase Center, sans parler de ce qu'il y a eu les années qui ont précédé le déménagement. Donc il y a une pression, il y a une atmosphère qui est pas bonne. C'est un peu déplorable pour les Warriors. Ouais, sur ce match, c'est clair que c'était cata, que Stephen Curry a surnagé avec 18 points, mais derrière, c'est le désert. Il a dit quelque chose d'intéressant, Curry, il a dit, mais dès qu'on marque pas, on s'effondre complètement mentalement. C'est l'impression que cette équipe, elle vit qu'à travers l'attaque, en tout cas, elle vit qu'à travers l'adresse, c'est même pas l'attaque, c'est l'adresse, elle vit qu'à travers l'adresse. Et que derrière, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que là, quand les shoots ne rentrent pas, tu l'as dit, c'est 34% de réussite, 26% à 3 points. Il n'y a pas de combativité défensive. Il n'y a plus rien. Il y a tout qui s'écroule. Je pense qu'il l'a très bien résumé. Et ça, c'est terrible pour une équipe qui aspire au playoff. Tu parles de panic move, mais là, un panic move, même là, je ne sais pas si ça vaut le coup. Parce qu'en fait, si ton équipe, elle n'est même pas assez forte déjà de base, tu peux rajouter qui tu veux. Tu ne vas pas... Tu vois, mais tu vois, comme parmi les problèmes, Wiggins a fait des bons matchs récemment et finalement ils sont trop dépendants de cette deuxième option qu'il essaye d'incarner. Et là, il fait un match, il rentre rien cette nuit. Enfin, il marque 4 points, 1 sur 11. Il rentre rien. Il n'y a personne autour qui arrive à élever un peu son niveau. Schroeder, la greffe prend toujours pas de manière évidente. Ça n'a pas marché ce trade. Et le banc a été correct ce coup-ci, mais c'est insuffisant. Le match était déjà plié. Tu vois, à la limite, dans la première mi-temps où ils sont dominés, tu te dis, allez, ils sont à domicile, petit réveil après, et c'est encore pire après. Ils prennent un 43-24 au retour des vestiaires. Curry essaye de faire ce qu'il peut, mais lui aussi n'a pas une adresse phénoménale sur ce match-là. Et c'est difficile. Je sais pas. Je trouve que Steve Kerr a un peu de mal à trouver les réponses. Je ne veux pas non plus commencer à dire c'est la fin. Voilà, on sait il est probablement plus proche de la fin de son aventure avec les Warriors, ce qui est incroyable. Le palmarès, c'est dingue, mais il y avait déjà eu quelques petits indices après le titre de 2022. Là, ils sont en difficulté. Je ne sais pas comment ils doivent et ils peuvent réagir en fait. Il me paraît. C'est vrai que Kerr, des fois, il y a une espèce de. Je sais pas. Il y a des trucs. Ça fait un moment que la fan des Warriors là-dedans, un peu le cible un petit peu. Tu vois, Steve Kerr, c'est un peu de toute façon, c'est un peu la cible facile. Quand les joueurs gagnent, quand ça gagne, c'est les joueurs qui gagnent. Dès que ça perd, c'est Steve Kerr. Mais c'est vrai que sa rotation. Déjà, le fait qu'il s'entête à faire jouer Schroeder et Curry ensemble dans le 5 majeur, je comprends pas. Voilà, ça pour moi, c'est un move que je capte pas. Je pense qu'on a déjà vu depuis maintenant un moment que ça marche pas. On avait même déjà eu l'aperçu avec Curry et D'Lo qui ne marchait pas. Et là, j'ai du mal à comprendre. Je pense que Schroeder serait bien mieux indiqué dans un rôle de 6e homme. Je pense que Curry serait bien mieux entouré avec à côté de lui Moses Moody en attendant le retour de Kuminga.
Et ensuite Kuminga pour avoir quand même des joueurs qui défendent un peu plus de qualité athlétique. Moody qui est d'ailleurs le seul autre joueur qui met plus de 10 points, il est à 13. Et alors attention, dans la liste des joueurs à découvrir, Quinton Post. Ne dis pas que tu le connaissais, Shai, parce que là je peux pas. Là je mettrais mon veto tout de suite. Je le connais depuis 3 matchs, quoi, parce qu'il a joué 3 matchs, mais 4 matchs, c'est son 4e. Je le connaissais pas, non. 9 points, c'est son record en carrière, là, je pense. Je ne suis pas allé vérifier, mais je suis quasiment sûr. Le mec, il a joué des minutes. Pivot de Boston College. Non, c'est sûr, c'est son record en carrière avec 9 points. Donc voilà. Il y a des joueurs comme ça qu'on voit plus que ce qui était prévu aussi. Pat Spencer, ça fait quelques matchs qu'il joue aussi pas mal. Le banc que je trouvais sexy en début de saison, là, avec les absences, il est plus léger en fait. Ouais. Même s'il y a des joueurs, Bud Hield et Moses Moody, c'est quand même des bons joueurs. Enfin, c'est dans leur registre, ils sont même censés être très bons. Autour, il y a Looney, il y a Kevin Looney aussi. Enfin, il y a des solutions, mais pour l'instant, l'issue semble un peu compliquée. J'allais regarder encore où ils en étaient au classement. Parce que maintenant que la mi-saison est dépassée, on peut un peu quand même se projeter. 11e à égalité avec les Suns qui sont eux-mêmes pas très flamboyants. Voilà. Les Suns, on peut enchaîner. Les Suns ont pris une pilule contre les Cavaliers pour le coup. 118-92 pour Cleveland. 33 points de Donovan Mitchell qui a surtout fait le taf en deuxième mi-temps. Voilà, pas de grande inquiétude pour les Cavs qui continuent 36e victoire de la saison. Nick Richards qui avait fait un très bon premier match avec 21 points et 11 rebonds. Là, il fait 4 points, 4 rebonds étant dans le 5 majeur. Bon. Voilà. Même sans Evan Mobley, là, ils ont démonstration autoritaire, c'était propre, pas de stress. Les Suns n'ont pas offert une résistance particulièrement impressionnante. KD 23 points. Booker qui restait sur plein de bons matchs offensifs, là, il n'était pas dans un bon soir. Et Bill qui avait manqué les 2 derniers matchs après un petit souci à la cheville, n'a pas brillé en sortie de banc non plus. Allez, on peut passer à la grosse perf individuelle, celle de CJ McCollum, 45 points et surtout le plus gros comeback réussi dans l'histoire de la franchise des Pelicans. New Orleans a battu Utah à 123-119. New Orleans qui a compté donc 25 points de retard avant de revenir sur la fin, notamment sous l'impulsion de McCollum. Il a mis plusieurs paniers à 3 points clutch. Il a mis 6 points en prolongation et du coup il termine à 45 points. Et nouvelle victoire des Pelicans qui gagnent quelques matchs en ce moment. Est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose à New Orleans? Non, on exagère parce qu'il y a dans les 4 victoires de suite, parce que ça fait 4 victoires de suite maintenant, il y a 2 fois Utah, une équipe de Chicago qui était qui est toujours, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais qui va un peu mieux, mais qui était sur 5 défaites consécutives. Les Mavs qui sont très diminués. Mais avec tout ce qu'ils ont eu comme galère depuis le début de la saison, avec les défaites qui se sont empilées, 4 victoires de suite, c'est quand même pas mal. Surtout que c'est un match où il y avait ni Zion Williamson ni Yves Missy, donc à l'intérieur c'était léger. Et puis ça avait très très mal commencé, quoi. C'était parti pour une lourde défaite et ils ont réussi à renverser la situation. Donc je dis qu'il se passe quelque chose. En tout cas, il se passe plus de choses que depuis le début de la saison. Ça va mieux, quoi. Côté positif, quoi. Non, c'est clair. Bon, après, ça pouvait difficilement faire pire, mais tu as tout à fait raison. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis voilà. McCollum a été très bon sur la fin de match, au-delà des 45 points. Alors, il y a la prolongation où il met 6 points, mais sur la fin, quand pour aller jusqu'en prolongation, il met 3 paniers à 3 points dans les 5-6 dernières minutes. C'est Dijon Temeray qui marque le panier pour aller en prolongation, et derrière, Trey Murphy, très bon pendant la prolongue, avec un bon gros panier à 3 points pour faire l'écart. Voilà. McCollum, il a fait un match à 50, là un autre à 45, c'est peut-être le moment de le trailer du coup. Sans pitié, il commence à avoir un joueur qui performe, allez boum. J'exagère évidemment. Il y avait un petit choc entre Minnesota et Memphis, victoire des Grizzlies 108-106 sur le fil. Hein. C'est sur la fin que ça s'est décanté pour Memphis qui a longtemps couru après le score, qui a eu 16 points de retard, quelque chose comme ça. Jaren Jackson Jr. a été excellent. Lui, pour le coup, il mérite vraiment sa sélection All-Star cette saison. Super fin de match. Il fait une énorme fin de match en attaque. Ouais. Et donc il met 15 points dans le 4e quart-temps, et en défense très très bon là, notamment sur la dernière tentative d'Anthony Edwards. Ils se sont mis à 2 avec Desmond Bane, ils l'ont gêné, et du coup les Wolves n'ont pas pu vraiment mettre ce tir pour la gagne. T'as raison, Jaren Jackson, tu le disais déjà il y a quelques jours, il fait vraiment une très très bonne saison, même des 2 côtés du terrain, et je pense qu'il sera All-Star et que ce sera mérité. Ouais, clairement. En face, il y a eu 32 points d'Anthony Edwards, mais je ne sais plus exactement combien il en met en première mi-temps, mais il met essentiellement ses points en première mi-temps. Il est beaucoup plus discret sur le tard. Et après, oui, il y a ce airball. Alors,
sur le dernier tir. Bon, il est effectivement très contesté par la défense des Grizzlies. Il y a Rudy discret aussi. Hein, ouais, oui, t'as raison. 1 sur 5 il alterne un peu il y avait une belle perf l'autre soir. Là, très discret, 4 points, 4 rebonds, 4 fautes en 25 minutes. Quand Rudy est discret, c'est pas une bonne nouvelle, je trouve, pour les Timberwolves. Qui ont perdu Dante DiVincenzo Indefinitely. Ouais, touché à l'orteil. Ouais. Donc voilà, encore une mauvaise nouvelle pour le coup pour Minnesota, qui se rapproche là aussi. Minnesota qui est pas loin de cette zone 9, 10, 11. Alors c'est très serré de toute façon, parce que même Dallas qui est 7e n'est pas à l'abri de sortir du top 10. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Voilà, tu avais parlé de Golden State qui est à 21-21, Phoenix 21-21, Minnesota est à 22-21. Les Spurs ont perdu un peu avec leur série de défaites, ils sont à 19-22, on reviendra sur eux après. Mais voilà, il y a ce passage un petit peu serré à l'ouest entre la 8e et la 11e place. Ouais. Justement, victoire importante. Défaite importante un peu de Dallas qui a perdu contre Charlotte 110-105. C'était le premier match, si je dis pas de bêtises, du Martin Luther King Day hier soir. Dallas contre Charlotte. Ouais. Victoire du coup des Hornets, c'est la 3e ou 4e de suite pour Charlotte, 23 points et 9 passes pour la Melo Ball, 23 points aussi pour Miles Bridges, 19 points pour Nick Smith Jr., 13 points, 13 rebonds pour Mark Williams. Bon, en face, il manquait comme d'hab Luka Doncic, mais il y avait quand même Kyrie Irving qui a mis 33 points, mais malgré ça, ouais, défaite difficile pour les Mavs. Moi, je retiens qu'il y avait Moussa Diabaté sur le banc des Hornets. Exactement. Très content avec le trade de Nick Richards. On va le revoir, il a joué 18 minutes, il était plutôt actif, 10 points avec des dunks dont il a le secret. Ouais, les Mavs cherchent toujours un peu la meilleure formule sans Luka Doncic. Même là, malgré l'énorme match de Gafford, Gafford 31 points, 15 rebonds, 7 contre, 3 passes, il fait vraiment un gros match. Kyrie fait de son mieux autour. Ça n'a pas été flamboyant. D'habitude, PJ Washington est un peu plus adroit. Klay Thompson a été là aussi discret. Blake Lively aussi. Derek Lively et Blake Lively. Ouais, c'est un autre registre, mais... Ouais, c'est autre chose. Il y a une autre affaire en cours, je vous invite à aller regarder sur Google. Ouais. C'est un peu triste ce qui se passe. Mais oui, non, Derek Lively, bien sûr. Pas pareil. Ouais. Les Mavs, je trouve qu'ils cherchent toujours... je ne sais pas dans combien de temps est censé revenir Luka. Il devait manquer un mois entier, il me semble. Qu'il n'est peut-être pas si loin que ça du retour, mais... Ouais, là, c'était pas fou. Il manquait Grimes aussi. Enfin, bref, il manquait du monde. Il manque du monde. Et là, les Mavericks payent les blessures, les absences des uns et des autres. C'est quand même une équipe qui est pas mal descendue ces derniers jours. Ouais. Detroit a battu Houston 107-96 sur le parquet des Rockets avec 32 points, 9 rebonds et 7 passes de Cade Cunningham qui a aussi perdu 10 ballons. Il a eu pas mal de déchets, mais il a quand même pu porter son équipe vers la victoire. C'était le duel entre les frangins Thompson, Ozar d'un côté, 11 points, 9 rebonds, Amen de l'autre, 17 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Et ouais, victoire des Pistons, belle victoire des Pistons d'ailleurs. Impressionnante d'avoir... à Houston, tu les limites sous les 100 points. C'est vraiment, ils font vraiment une bonne saison, les Pistons. Et Cade Cunningham, c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons, mais c'est aussi lui qui les porte dans le troisième quart-temps. Il était hyper actif. Je recherchais le nombre de points qu'il a marqué dans le troisième, je ne me souvenais plus. 19 points. 19 points dans le troisième quart-temps, ça leur a permis de faire le trou à ce moment-là. Et les Pistons qui ont des légitimes prétentions pour le top 6, ce qui n'était quand même pas évident en tout début de saison. Avec ce qu'ils ont vécu la saison dernière, ils sont totalement légitimes. Ils battent des équipes, ils battent la deuxième équipe de la conférence Ouest quand même, c'est pas rien. Qui était, j'ai trouvé quand même dans un soir un peu sans, ça arrive. Ils ont shooté à 38%. Personne a. D'habitude, il y a toujours dans cette équipe, ce qui est bien, c'est qu'ils se relayent. Il y a toujours un mec qui va réussir à monter en pression et à faire le taf offensivement. Là, les cadres ont été un peu absents de ce point de vue-là et l'équipe a shooté à 38%, donc c'était trop difficile. Et Détroit, donc, qui se rapproche qui est totalement dans la course pour le top 6, comme je disais, qui est 9e, mais... un demi-match de la 6e place d'Atlanta, ouais. Je repense brièvement, parce que tu as parlé de Moussa Diabaté, Tidjane Salin, lui, pour le coup, a été envoyé en J-League. Les Hawks, justement, Atlanta qui a perdu contre New York, victoire des Knicks 119-110.
34 points de Jalen Bronson, 26 points de Michael. Oui, c'est ça, c'est Michael Bridges. C'est lui. Michael Bridges, pas de Zachary Rizaché du côté des Hawks. Je me souviens plus exactement ce qu'il a en ce moment. Il est malade, il me semble, non? Malade, et lui aussi, il a été touché par l'espèce d'épidémie de grippe là, qui a frappé un peu toute la NBA. Je ne sais pas si tu avais lu ça, Shai, mais les équipes commençaient à être absolument paniquées par cette épidémie qui se propageait super vite. Il y a pas mal de franchises qui ont voulu réimposer des quarantaines, etc. Enfin bref, se mettre vraiment à l'abri, proposer à leurs joueurs de ne pas sortir parce que justement, il y avait une forte épidémie de grippe. On a vu plusieurs joueurs être malades. Et du coup, Rizaché est malade. Bon, bref, les Knicks ont battu les Hawks avec un bon Jalen Brunson. Je sais plus si j'ai un doute, il faudrait que je regarde parce il me semble qu'il avait un souci aux adducteurs. En tout cas, c'était prévu qu'il manque ce match-là. Mais vu que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens malades en NBA ces derniers temps, je me mélange un peu. Mais je pense qu'il était quand même touché quelque part, Rizaché. Ok. Il y a un post Reddit là-dessus, c'est le premier choix de draft dont on parle le moins de toute l'histoire. Je pense que les gens, des fois, même oublient qu'il a été premier choix de draft. On en parle très, très, très peu. Que ce soit en bien ou en mal. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y avait des mecs qui se faisaient allumer parce qu'ils n'étaient pas dignes du truc. Là, c'est plutôt qu'il est un peu en dehors des radars. Ouais. Chicago a battu les Clippers 112-99, 35 points. Zach LaVine qui continue sur ses belles perfs. Il fait une vraie belle saison sur le plan individuel, Zach LaVine. Absolument, absolument. Il fait une très très bonne saison qui pousse à se demander s'il faut le garder ou s'il faut le trader pendant que sa valeur est haute, ou en tout cas plus haute, comme tu disais pour McCollum. Les Bulls avaient besoin de gagner quand même. Ils avaient besoin de gagner. C'était pas gagné d'avance parce que les Clippers, je le disais hier dans le CQFR, m'ont beaucoup plu dans le derby contre les Lakers. Sauf que dès qu'il manque un petit peu de monde, c'est plus difficile. Là, il manquait Kawhi qui est évidemment en load management, qui joue pas les back-to-back. Et surtout, Ivica Zubac qui était gêné à l'œil et qui n'a pas joué ce match. Et ça s'est vu tout de suite parce qu'il est vraiment, vraiment essentiel. Et Théo faisait bien de le rappeler hier. C'est un joueur extrêmement sous-coté qui pourrait peut-être aussi avoir des prétentions pour l'All-Star Game chez les intérieurs parce qu'il fait son taf au rebond, il est propre en attaque, il fait énormément de choses et quand il n'est pas là, ça se voit et là, ça s'est vu. Son absence a été assez remarquée. Et je ne sais pas si tu as vu pour LaVine, c'est le deuxième joueur de l'histoire de la franchise maintenant qui a le plus de matchs à 30 points en NBA, à égalité avec Bob Love et derrière un certain Michael Jordan. J'allais dire l'identité du numéro 1, ça va, a priori je devrais... Derrière Kirk Heinrich, non. Pour les Bulls, chaque victoire éloigne un peu les Sixers du play-in. Absolument. Du play-in, même pas des playoffs, du play-in. Alors, il y a du temps. Hein. Il y a un peu moins de 3 matchs d'écart entre les deux équipes. Philly qui est sur 6 défaites de suite. Philly qui a 15 victoires. Chicago est à 19. Alors, Chicago a aussi plus de défaites. Non, même pas. Non, ils ont joué plus de matchs. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Ils ont joué plus de matchs, mais ils ont effectivement 25 défaites contre 26 pour Philly. Voilà. Les victoires de Chicago ne font pas le bien des Sixers. Allez, on peut peut-être juste... Allez, ça va nous faire la transition. On connaît 2 candidats pour le concours de dunk. Il y a un certain Matas Buzelis, justement, de Chicago, le rookie de Chicago, et Stephen Castle, le rookie des Spurs, qu'on a vu hier. Tu trouves ça excitant ou pas? Pas du tout, absolument pas. Et en plus, alors déjà, bon, évidemment, c'est des rookies, etc. Buzelis, on ne voit quasiment pas jouer. Tu vois, j'aurais même pas pu te dire que Buzelis, c'est forcément un mec très forcément dunker. Et pour Stephen Castle, et pour Stephen Castle, que j'ai beaucoup vu jouer, je me serais pas dit, tu vois, ah ouais, c'est un candidat au dunk contest. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, tu vois. C'est peut-être des mecs qui ont de la créativité, qui ont du jus, ils sont jeunes, il y a des qualités athlétiques, mais ouais, non, je suis pas. De toute façon, ça fait bien longtemps que je suis plus excité pour le concours. Non, moi non plus, moi aussi, mais on va attendre de connaître le reste de la carte, mais c'est sûr que si les premières annonces c'est ça, c'est pas fou. C'est pas des joueurs qu'on a vu faire des dunks invraisemblables en match. Je demandais sur une session de ce matin là, c'est pas que je critiquais les choix et les propositions de prendre des rookies, parce qu'il y a des rookies, quand Blake Griffin fait le concours de dunk, bon voilà, tu es content. Ouais, je demandais dans la session du coup, si on avait vraiment le choix, qui on voudrait voir en fait, parce que le format on le connaît, il n'a pas été changé depuis un paquet d'années.
Ouais, bah, du coup, j'avais mis des propositions, quoi. Moi, soit du truc un peu nostalgique à mettre, à retenter Lavine et Gordon, même s'ils ont peut-être plus le même peps qu'il y a 10 ans. Et après, je pense qu'on a un peu tous les mêmes, non? Enfin, moi, j'aimerais bien avoir Ja Morant, Anthony Edwards. Anthony Edwards, Ja Morant, ouais. Victor Wembanyama, hein. Je l'ai mis aussi, ouais. Je l'ai mis aussi, mais plus intrigué parce que je sais pas ce que ça peut donner, en fait. Je sais pas comment il sera noté vu la distance qu'il a par rapport au panier. Imagine, il case lui, il peut caler un rider avec sa taille. Enfin, il y a des trucs. Les frères Thompson, je sais pas, tu vois, il y a des, Ah, les frères Thompson, pas mal, ça peut être bien. il y a des trucs qui peuvent être assez dingues, hein. Tu peux mettre un petit Shadon Sharp aussi. Shadon Sharp, mais il l'a déjà fait, Il l'a lui, déjà non? fait, ouais, mais bon. Ouais. Mais bon, oui, tu peux. Ça fait partie des joueurs qui ont une sacrée détente. Bon, de toute Bon, en façon, tout cas, on peut plus il a vu. sauver le dunk contest, je pense, hein, Non, je pense que tout le monde s'en fiche. Pardonnez-moi l'expression, mais Zion, j'aurais bien voulu, moi. Une espèce de remix de Sean Kemp, Ouais. mec qui arrive, plein de puissance. Tout est dans la puissance du truc, casse le panneau, enfin bref. Bon, je disais hier, on a vu Stephen Castle parce que les Spurs sont effectivement arrivés à Paris. Ils sont venus à Nanterre retrouver la première salle de Victor Wembanyama. Alors, première salle en professionnel, jeune club aussi au sein duquel il a fait ses classes en jeune. C'était forcément un moment un peu émouvant. Puis nous, on était là, on a eu la chance d'assister un petit peu à l'échauffement, au shot around et une petite conférence de presse de Victor Wembanyama. Quelle impression ça t'a fait, Victor, et même voilà, des trucs que tu as retenus en particulier, Shai, des impressions que sur cette toute première journée des Spurs à Paris? Bon, il était fatigué. Il faut quand même dire qu'ils sont arrivés à Nanterre littéralement à la descente de l'avion. Quand on arrivait, on nous a dit ils vont bientôt atterrir. On savait pas trop. Bon, ils savaient pas trop quand ils arrivaient. Donc, il m'a semblé un peu fatigué, mais c'est logique parce qu'ils ont quand même joué la veille contre Miami. Et puis il y avait un long vol à faire et tout de suite, il faut être dispo médiatiquement et faire des étirements et tout ça. Donc je l'ai trouvé fatigué, même un peu dans ce petit passage où il a répondu à nos questions, mais quand même très très excité à l'idée de jouer devant le public français. Et ça fait plusieurs fois ces derniers jours qu'il a du mal à ne pas y penser, que c'est quand même un truc très important pour lui. Et en plus, c'est ce que je trouve cool cette année, c'est que sportivement, il y a quand même, les deux équipes ont vraiment intérêt à gagner. Ça peut pas être juste des matchs de gala. Quand tu as un match isolé comme c'était le cas avant, et que tu as des équipes qui jouent pas grand chose, à la limite les Nets l'année dernière, bon, là c'est 2 matchs. Les Spurs, c'est un moment un peu important aussi parce qu'on voit que devant ça se détache, mais ils doivent raccrocher le bon wagon. Donc c'est excitant pour lui et en même temps il y a de la pression parce que c'est des matchs qui doivent essayer de gagner. Donc bon, je l'ai trouvé fatigué, mais voilà, ça fait quand même plaisir de le voir débarquer. Puis c'est toujours aussi impressionnant, c'est un cliché, enfin c'est une évidence, hein, mais c'est vrai qu'il est tellement hors norme quand tu le vois de près que c'est assez fou. Bon, ils ont tous l'air un peu hors norme, hein, quand tu es à côté. Mais Non, lui, mais c'est vrai que ça fait immense. Moi, ça m'a marqué, hein. Première fois que je voyais Wembanyama de près. Tu sais qu'il est grand. Il est vraiment très, très, très grand. Ils m'ont paru, les joueurs, dans l'ensemble, un peu plus costauds que les Nets de l'an dernier ou que même les Cavaliers de l'an dernier. Ils mangent mieux à la cantine. C'est un détail, mais tu vois, sur les Nets, des fois, il y a pas. Il y a des mecs chez les Spurs, ils font vraiment athlète, quoi. Keldon Johnson, c'est il une pousse, armoire hein. à glace. Il doit pousser à la salle, Keldon Johnson. Mais tu sais, même Mamou. Mon cousin de Géorgie, ouais. Ouais, exactement. Et Zach Collins, tu vois qu'il a pris du gap depuis Portland. C'était quand même un intérieur qui était super sec. Là, il a quand même des bras, des épaules. Et après, bon, le petit shoot around, on est obligé de parler une petite minute de Jérémy Sohan quand même. C'est quand même vraiment pas rassurant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu Jérémy Sohan tirer. Alors qu'il rate, c'est quelque chose, on s'en fiche presque. Il en a vraiment pas mis beaucoup. Il en a pris beaucoup et il en a vraiment pas mis beaucoup. Mais ça, à la limite, c'est même pas tant la question. Non, le pire, c'est sa mécanique de tir, en fait. On a été tous très surpris par la mécanique de tir de Jérémy Sohan. Benjamin, qui était là aussi, nous disait qu'il avait changé sa mécanique pendant l'été. Et c'est vrai que quand on regarde les matchs, après moi je suis peut-être pas toujours dans le souci du détail, je vais pas zoomer sur mais j'avais pas remarqué qu'il shootait comme ça cette année en fait. C'est très bizarre, il fait une espèce de, enfin tu le décriras peut-être mieux que moi, mais tu vois il imprime une espèce de lift sous la balle et il y a ça, là c'était un entraînement, mais il y a rien qui rentre et ça donne pas l'impression que c'est facile à faire, à reproduire. Et que tu peux gagner de la confiance et de la régularité avec, parce que tout le monde n'a pas une mécanique de tir parfaite, sinon on s'ennuierait. Hein, mais normalement, chacun a sa mécanique propre, et lui, elle est
est bizarre quand même. Hein, enfin, t'es plus shooter que moi, mais. Non, mais c'est clair. Non, mais ça donne l'impression qu'il souffre sur ses tirs. Je vais aller aussi loin que ça. Il y a une notion de souffrance. Il y a plein de gestes parasites. Après, tu as raison. Une mécanique de tir, j'avais employé une expression qui est pas très propre, mais on va dire que tout ça, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est le résultat et l'efficacité. On sait qu'il y a une certaine gestuelle peuvent t'aider à avoir plus d'efficacité, mais tu vois, des grands shooters qui n'avaient pas forcément une très bonne mécanique, il y en a eu plein. Il y en aura encore d'autres. Mais Jeremy Sohan, si on regarde ses stats cette saison, il est à 28% à 3 points. Il est à 73 au lancer, ce qui n'est pas si mauvais. Mais là, sur la mécanique, moi, honnêtement, alors peut-être qu'à la télé, quand tu regardes sur l'écran, ça ne fait pas la même impression et du coup, il tirait déjà comme ça, mais moi, je ne suis même pas sûr qu'il tirait comme ça. Et maintenant, pour décrire, il y a plein de gestes parasites. Ce qui se passe, c'est qu'il commence avec une bonne impulsion, mais il s'arrête vraiment au milieu. Et quand je dis il s'arrête, pareil, on fait un peu toute une obsession sur le tirer en one motion, et en fait, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire one motion. Et il y a des coachs spécialistes du tir vont dire non, mais du moment que la balle, en fait, elle continue, même si toi, ton bras s'arrête, mais que ton corps se lève, en fait, la balle, elle ne s'arrête pas. La balle, elle ne s'arrête pas de bouger par rapport au sol. Si tu prends par rapport au sol, en fait, la balle ne s'arrête pas de bouger. Si tu la maintiens là, mais qu'en fait, ton corps est en train de s'élever, la balle, elle est continuellement en train de bouger. Alors, ça pourrait être du one motion. Lui, Jeremy Sohan, ce qui est bizarre, c'est qu'il commence, il s'arrête. Et vraiment, il s'arrête, donc il perd toute l'impulsion. Tu te dis, mais pourquoi tu as commencé plus bas? Et effectivement, après, il monte. Son geste n'est pas très beau. Et il y a effectivement sa main accompagnatrice qui met un effet où tu captes pas. Et plein de fois en plus, hier, dans ce qu'on a vu, il tirait trop à droite ou trop à gauche. Et tu te dis, bah attends, il y a quand même un truc évident, c'est que tu tires à deux mains, mec. Par contre, il y a des moments où il arrive à. Du coup, il est obligé de lui-même s'auto-corriger. Parce qu'il a plein de gestes parasites, et quand à la fin il met quand même un bon effet dans la balle, tu vois, il y a certains moments où sa balle roule bien, tourne bien, mais c'est effectivement très bizarre, et tu te dis, mais il y a quand même plein de trucs là que tu peux virer dans ta mécanique. J'imagine que les Spurs voudront faire un travail à un moment à nouveau, mais bon, après, voilà, il est à 73% lancé, le tir, c'est pas son truc premier de toute manière, mais moi aussi, j'ai trouvé ça très bizarre, c'est vraiment en fait, tu le vois, et tout de suite, tu tiques, quoi. Après, je me suis demandé s'il faisait ça tout le temps ou pas, si c'était juste là, parce que en détente, je vais tenter des trucs, parce que j'ai déjà vu des trucs comme ça, mais plus sur les avant-matchs, tu vois, quand les mecs ils viennent s'échauffer. Mais là, c'était sous ses tirs quand même. Je me dis, mais c'est pas juste un délire là. Quand même. Tu vois, il a quand même pris une bonne cinquantaine de tirs sous nos yeux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je me suis vraiment demandé parce qu'il était en détente en sortie de l'avion, et il a shooté avec ses lunettes en plus. Ce qui n'est pas, voilà, c'est pas rédhibitoire, hein, mais moi j'ai vu André Drummond avant un match, une heure avant un match, faire juste 50 tirs à 3 points et rien d'autre en échauffement, et que des saucisses, quoi, avec un tir horrible. Mais bon, ça avait l'air d'être plus pour le fun. Donc peut-être que au Paris Game, ou alors sur les prochains entraînements qu'on verra, il va nous donner tort, et puis prendre un autre geste ou montrer plus d'adresse, je sais pas, on verra. Mais c'est sûr que ça a fait bizarre. On était très près de lui aussi, c'est peut-être pour ça. Mais écoute, on verra. Ouais, on verra effectivement. Bon, pas grand-chose de plus à rajouter, je pense, sur ce premier entraînement des Spurs. Il s'est pas non plus passé énormément de choses, comme tu as dit, il venait de descendre de l'avion. On vous fera un point de façon dans la semaine. On aura accès à d'autres séances d'entraînement, à des petits points presse. On pourra parler un peu aux joueurs. On vous dira ce qu'ils se disent, ce qu'on ressent sur ce contact avec les Pacers, avec les Spurs, et évidemment sur les matchs, après les matchs de jeudi. Et du coup, de samedi, ça sera pour le CQFR du lundi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà un gros CQFR. On se retrouvera demain. On sera au rendez-vous, comme d'habitude, sur la chaîne Rivers. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain.